Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission On refait l'actualité. Aujourd'hui, nous allons refaire une actualité 100% culture avec nos invités. Le premier est Monsieur Daouda Daou, qui est ethnomusicologue, auteur d'un livre Mali Folie. Nous aurons l'occasion d'approfondir avec lui tout à l'heure. Notre deuxième invité est Monsieur Amadou Baba Sissoko, AKH Slam Master, délégué général du Grand Slam National du Mali. Bonjour Monsieur Sissoko. Bonjour. Et notre troisième invité, non des moindres, est Mohamed Gadiaba Kodjo, designer scénographe. Il nous expliquera tout à l'heure en quoi tout cela consiste. Et sur le plateau, comme d'habitude, sans Aminata, mais avec Georges. Bonjour Georges. Bonjour Alexis, voilà. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, d'accord, nous allons revenir, mais certainement on va commencer avec Aminata qui nous présente le buzz de la semaine. Cette semaine, le buzz va porter sur 3 thèmes. La mort de la reine Elisabeth II, les inondations qui sont en train de causer d'énormes dégâts dans tout le Mali et pour finir, c'est la hausse des cas de Covid-19 au Mali. Elisabeth II, reine de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et de ses autres royaumes et territoires est décédée. Son couronnement le 2 juin 1953 est retenu par l'histoire de la télévision comme la première retransmission à l'échelle continentale d'un événement. Sa mort sera comme un séisme mondial. Sur les réseaux, elle a été célébrée, magnifiée, exaltée sous toutes les coutures. Son fils, le prince Charles, déjà proclamé roi, a à peine eu des mentions sur les réseaux. La vie, le long règne et le port altier de la reine ont été salués par tous. Pendant 2 jours, toute la toile a compati à la douleur des Britanniques et salué celle qui a été reine sans faille. Les pluies diluviennes ont touché tous les Mali. Et oui, sur les réseaux sociaux, cette semaine, on croirait à un challenge comme on en voit souvent. En effet, c'est qui montre sa rue sous les eaux, des voitures emportées, des maisons envahies, des routes impraticables. On a assisté à une sorte d'enchère car dès que quelqu'un poste sa photo avec ses complaintes, un autre vient comme pour lui montrer qu'il y a pire, montrer sa localité. Après ces images, les débats. En effet, chaque vidéo s'est terminée par un appel à l'aide. Cela a suffi pour les nationalistes de monter au créneau. Pour eux, il n'y a aucune fatalité dans ces inondations et on devrait avoir honte d'en appeler aux maires, aux partenaires techniques et financiers et au gouvernement. Quelle mentalité d'assister, même dans les pires situations où il faut juste réfléchir, curer ou creuser tout simplement des caniveaux, voir comment refaire son cadre de vie de manière à permettre aux eaux de passer. Il faut faire appel à d'autres. S'indignent sur les réseaux les tenants de cette thèse. Ils ont au moins réussi pour le moment à faire taire les complaintes. Les réseaux cette semaine ont remis au bout du jour la question de la Covid-19. Les taux repartent à la hausse, la vaccination stagne. Sur les réseaux, les uns se sont transformés en prêcheurs pour expliquer comment se protéger et protéger les siens. D'autres ont appelé à la vaccination en déplorant le faible taux de vaccination dans notre pays. Sur les réseaux, on voit nettement l'évolution. Et oui, en 2 semaines, de quelques 40-58 cas journaliers, nous nous sommes retrouvés à 131 cas positifs dans la journée. Car cette fois, il n'y a presque pas de débat sur l'existence ou pas de la Covid-19.
Alors Alexis, j'en ai fini avec ma chronique. Je vous souhaite une très belle émission et à dimanche prochain. Merci à Aminata et à dimanche prochain. Alors nous revenons sur le plateau avec Monsieur Daouda Daou, comme je le disais, auteur d'un livre sur le Mali Folie. C'est quoi un ethnomusicologue d'abord? Ok, bonjour Alexis, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup pour cette invitation. Comme vous avez si bien dit, je suis chercheur et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est musique de chez nous. Donc, un ethnomusicologue, c'est quelqu'un qui travaille sur la musique d'une société. Donc au début c'était d'abord la musicologie, ensuite la musicologie comparée. Ça c'est voilà pour ceux qui sont dans le domaine de la recherche ou de l'université. Mais c'est beaucoup plus tous ceux qui s'intéressent à la musique d'une société, à la culture, à la musique d'une société. Ça peut être un instrument, ça peut être un fait musical, ça peut être voilà, en tout cas tout ce qui touche à la musique d'une société. Pas seulement les sociétés africaines ou asiatiques, mais tout ce qui touche à la musique d'une société. Voilà, c'est... Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire sur sources, instruments et méthodes d'apprentissage des musiques du Mali? C'est surtout face à un constat et surtout un grand manque. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis pour représenter le Mali lors d'un programme musical en 2007 et il y a des amis indiens, brésiliens et sud-africains qui m'approchaient pour dire est-ce que tu peux m'apprendre un rythme malien, est-ce que tu peux m'apprendre une chanson malienne et bien sûr dire ce que ça veut dire ou bien raconter l'histoire. Donc j'ai été sur internet et malheureusement il n'y avait rien sur Google et donc dès lors, je me suis dit que il faut que j'écrive quelque chose, il faut que je fasse quelque chose pour ne pas que voilà le manque persiste. Donc l'idée est partie de là. À travers ce livre aussi, il y a cette ambition de faire en sorte que les musiques du Mali ne disparaissent pas, qu'elles soient préservées. Et du coup, comment s'est passé ce travail en fait? Parce que d'une communauté à une autre, on sait que ce ne sont pas les mêmes rythmes, ce ne sont pas les mêmes instruments, même s'il est vrai qu'il y a des instruments qu'on retrouve par exemple chez les Bambara, les Sonrai et puis les Keltamachek, mais on sait que de façon générale, ce sont des musiques qui sont très différentes. Du coup, comment vous avez fait pour travailler sur cela et puis rassembler toutes les musiques du Mali? Ok, d'abord nous avons beaucoup travaillé avec les archives du Musée national. Voilà, parce que comme j'ai dit, de 2007 à 2020, parce que le livre a été publié en 2020, donc on avait un manque de financement. Donc j'avais commencé le travail tant bien que mal, mais réunir toutes ces musiques c'était compliqué. Donc, mais il y a une étude qui a été faite de 89 à 95 et les données sont au Musée national, mais elles sont, on peut dire, presque inexploitées. Donc quand j'ai eu écho de ces archives, je me suis rendu au Musée national et bien sûr j'ai fait quelques terrains, mais la plupart de ces musiques sont tirées de ces données-là. Voilà, donc l'idée aussi c'était, comme vous l'avez si bien dit, de travailler sur quelque chose qui réunisse tout le Mali. Voilà, pas seulement que ce soit les musiques les plus connues comme la musique malinké ou Bambara de Ségou, mais que ce soit pour tout le Mali. Voilà, toutes les communautés, toutes les couches et toutes les ethnies qui se retrouvent au Mali. Donc que chacun puisse au moins avoir sa musique dans ces livres-là. Oui, on voit que vous avez développé une application également. Quelle est la différence entre l'application et le livre? Ok, il n'y a pas de différence, mais les deux sont complémentaires.
Donc j'aime dire que Mali Folie, c'est un projet. C'est pas seulement les livres ou bien c'est pas que l'application, mais les deux sont complémentaires. C'est-à-dire, si vous regardez dans les livres, il y a des partitions de musique. Donc il y a la musique qui est transcrite pour ceux qui ont étudié la musique à l'INA ou au conservatoire. Et en même temps, il y a des textes qui parlent, voilà, et qui expliquent ce que la musique veut dire. Et souvent, ça parle un peu de l'histoire de cette musique et aussi où est-ce que la musique est produite ou bien la musique s'est produite, voilà, lors de quel événement, voilà. Donc l'application prend en compte surtout les volets pédagogiques comme les transcriptions pour ceux qui ne peuvent pas lire et écrire la musique. Donc à partir de l'application, on voit, voilà, l'artiste ou bien l'enseignant en train de jouer à la kora par exemple, en train de jouer au balafon, en train de jouer au soku qu'on appelle voilà, les soku peul ou voilà, d'autres instruments. Voilà. Les keltamachak aussi. Donc l'application prend en compte jusqu'à 10 instruments de chez nous, voilà, lesquels on voit jouer en vidéo. Vous êtes professeur également au conservatoire. Les Maliens d'une certaine génération se désespèrent du fait que la musique malienne est dévoyée. On se retrouve de moins en moins. On avait une musique à la limite qui donnait des conseils, mais maintenant, pour beaucoup de gens, ça va dans tous les sens. Alors vous, qui travaillez sur ces questions, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de notre musique? Est-ce qu'on évolue vers la musique, la world music comme on dit, ou est-ce qu'on est juste en train de perdre notre identité? C'est une grande question. Elle est un peu difficile, mais bon. Je pourrais dire que, alors, notre musique se porte, on va dire, bien, tant bien que mal, on se défend parce que, bon, il faut savoir que chaque génération a ses réalités, donc on ne peut pas se défaire de cela. Et chacun essaye de faire, voilà, son truc, essaye de faire sa chose, c'est-à-dire à un moment donné, voilà, donc il y a nos pères ont fait de leur mieux pour que au moins les gens puissent se retrouver. C'était comme des repères, mais il faut savoir que la seule musique n'est pas le problème de notre société, mais c'est vrai qu'il y a de ces musiques quand même qui laissent à désirer côté leçons de morale ou autre. On se demande pourquoi il y a de ces messages qui sont véhiculés à travers la musique. Mais il faut savoir que il y a aussi des gens qui font encore de la bonne musique et de la musique qui éduque, si on peut, voilà, employer ces mots, et de la musique qui a du sens et qui donne du sens à la vie. D'accord. En fait, il y a une question qui m'est venue en tête quand vous étiez en train de parler. C'est quoi une bonne musique? Peut-être que c'est quoi une bonne musique au Mali? Oui. Est-ce que la bonne musique, c'est une musique qui moralise forcément, ou bien c'est une musique qui fait danser, ou bien c'est une musique puisée du terroir comme chez nous, ou bien c'est quoi une bonne musique? Des questions difficiles qui s'enchaînent. Ok, bon, ce que je disais par bonne musique, bon, ça n'engage que moi. Je pourrais dire que c'est la musique qui a du sens, voilà, pas seulement pour l'auteur-compositeur ou l'interprète, mais qui a du sens en tout cas pour la société, dans la société. Voilà, chaque musique est destinée à un groupe ou bien à un événement ou bien se retrouve dans un genre spécifique, mais par exemple, il y a des musiques qui sont dansantes, il y a des musiques voilà, qui sont faites vraiment pour des événements spéciaux, il y a des musiques qui sont faites pour enseigner et tout ça. Donc, chaque musique a sa valeur, ou bien chaque musique a
sa raison d'être. Donc pour moi, une bonne musique, c'est juste une musique qui a du sens. Voilà, ça c'est moi, mais voilà. Comme on dit, les goûts ne se discutent pas. Donc peut-être ma bonne musique n'est pas forcément la vôtre. Ok. Bon, à travers le livre, on voit que vous avez fait des recherches sur un instrument qu'on appelle le bolon, qu'on retrouve aussi dans le terroir Minyanka à Kuchala. Et aussi à travers des projets que vous menez comme Mali Héritage et autres. Est-ce que, pourquoi, parce qu'on a vu que l'instrument de musique bolon a été reconnu par l'UNESCO récemment. Donc du coup, aujourd'hui au Mali, j'ai envie de dire, il a presque fallu que l'UNESCO reconnaisse, par exemple, un instrument de musique comme le bolon pour qu'on lutte contre sa disparition. Du coup, est-ce que, quelle est votre réaction suite à cela? Et puis, aussi, quelles sont les mesures qu'on met en place au Mali pour préserver ces instruments qu'on retrouve, par exemple, dans votre livre? Oui, une question complémentaire. Quelle est la part de l'État là-dedans? Puisqu'on voit même le livre... financement, munissement, quel est l'apport de l'État dans la préservation ou dans la promotion d'une politique musicale au Mali et de préservation de nos instruments? Ok, ce que je peux dire, c'est que on a eu vraiment l'appui du ministère de la Culture. Donc je peux dire il y a jusqu'à 3 ministres de la Culture. Bon, peut-être sans trop entrer dans les détails. Quand même, il y a jusqu'à 3 ministres qui ont travaillé sur le projet. Donc, par exemple, il y a Ramatoulaye qui a préfacé les livres. Donc, il y a sa signature sur la première page, on peut dire comme ça. Et ensuite, il y a Konaré, qui nous a aussi beaucoup aidé, qui est éditrice, on va dire, de formation, et aussi c'est son travail. Et donc je l'ai rencontré jusqu'à 3 fois, surtout pour ce livre, parce que la sortie a coïncidé avec vraiment comment dirais-je, les rassemblements étaient restreints et tout ça, comme c'était une année de Covid. Donc elle a tout fait pour que ça soit au moins lancé en grande pompe. Donc le ministère de la Culture nous a aidés, voilà, pour la couverture médiatique, et aussi nous a aidés voilà, en nous facilitant voilà, tout ce qui est démarche administrative et tout. D'accord. Ok, alors Mali Folie, source, instruments et méthodes d'apprentissage de musique du Mali de Daouda Daou, disponible au Musée national et avec l'auteur à 5 000 10 000 francs. 10 000 francs CFA. Seulement. 10 000 francs. J'ajouterai pas seulement, mais c'est 10 000 francs. Voilà. Oui, alors, nous partons avec la chronique de Abdraman Sako, qui aujourd'hui, dans sa chronique communication presse, nous parle de la rivalité, la saine rivalité entre anciennes et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous écoutons Abdraman Sako au micro de Moussa Bengali. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui d'anciennes et de nouvelles technologies dans le domaine de la communication. Vous savez, de façon générale, si on sort du domaine de la communication, généralement, une nouvelle technologie vient bousculer, voire faire disparaître très souvent l'ancienne. Mais la communication semble, je dis bien semble, faire exception à cette règle. Et pour cause, je vais donner quelques exemples. On avait pensé qu'avec l'avènement des vidéos-films dans les salons, que le grand écran allait disparaître. Mais le cinéma est encore là, très vivant. La preuve, avec tous les festivals qui continuent à se tenir, le festival qui est proche de nous continue à exister. Je crois qu'il y en aura encore dans quelques mois. Donc le cinéma est encore là. Pour sa part, le courrier électronique avait pensé enterrer la grande poste. La grande poste est encore là, très vivante, même si elle a changé de mission et de façon de faire, c'est obligatoire pour s'adapter à la réalité, mais elle est encore là, la grande poste. Pour sa part, on avait fait croire à l'audiovisuel, la télévision notamment, qu'elle allait signer l'acte de décès de la radio. Malheureusement,
Au vu de la réalité du terrain, la télévision a dû revoir ses ambitions à la baisse et signer un acte de coexistence avec la radio. Les radios sont encore là et on en crée régulièrement les radios FM un peu partout dans ce pays, on le sait déjà. Il y en a beaucoup, près de 700, on nous a dit. Que dire de la presse électronique, qui avait elle aussi pensé enterrer la presse, les journaux? Je ne vous apprends rien, les journaux sont encore là, très vivants, et on en crée régulièrement. Le RTM ne cesse de nous parler de nouvelles parutions. Les journaux sont là. Il faut dire que les journaux doivent aussi cette existence au fait qu'une partie importante des intellectuels croient encore à l'écrit qu'à n'importe quelle forme de message. On en déduit alors que la communication n'est pas un domaine qui laisse le cadet dévorer son aîné. Au contraire, elle crée une situation de coexistence pacifique entre nouvelles et anciennes technologies, de co-soutien, j'ai envie de dire, entre nouvelles et anciennes technologies, les nouvelles profitant de l'expérience des anciennes et les anciennes profitant elles aussi de la fraîcheur des nouvelles. Ainsi va la communication. Merci à Abdraman Sako et à Moussa Bengali. Nous revenons sur notre plateau avec Amadou Baba Sissoko, aka Slam Master, délégué général du Grand Slam National du Mali. Alors, un slammer, c'est quoi? C'est un artiste, un comédien? Comment définir un slammer? Bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs et merci beaucoup pour l'invitation. Et définir un slammer, c'est simple parce qu'on dit toute personne qui pratique de l'art est appelée artiste. Le slammer fait de l'art. Il est un poète, mais quelqu'un qui fait de la poésie urbaine. La poésie urbaine qui a une petite différence avec la vraie poésie. Le slammer, c'est cette personne qui désacralise la vraie poésie, qui rend la poésie plus fluide, plus extraordinaire, pas que dans l'écriture, mais dans la déclamation. Et le slammer réside plus dans la performance scénique. C'est-à-dire, on ne devient pas slammer seulement en grattant que des textes et ne pas faire parler les textes. Donc, en donnant vie au texte, la création que vous mettez dedans et la performance que vous mettez dedans, c'est ça qu'on appelle un slammer. Donc, un slammer en français facile, c'est quelqu'un qui fait de la poésie urbaine, la poésie libre. Oui, mais à la limite, est-ce qu'on peut vivre de ça? Ou c'est juste une passion. Bon, au départ, je vais parler sous le contrôle de beaucoup d'artistes. Je pense qu'au début de la carrière artistique de beaucoup, nous rentrons dedans d'abord par passion. De la passion, nous allons essayer de développer plus de méthodologie afin d'avoir des revenus. Et les slammers, beaucoup de slammers sont dedans par passion. Soit c'est des rappeurs ratés, c'est des gens qui n'ont pas eu ce boom-là dans le rap, ou soit c'est des poètes un peu rebellés. Rebellés parce que peut-être ils répondaient pas à beaucoup de critères pour être poète. Donc, ils pouvaient coller 2 ou 3 textes et voilà, ils se sont lancés dans la chose. Et plus tard, certains d'entre eux ont fait de ça un métier. Quand vous faites quelque chose, votre métier, le bon sens voudrait que vraiment que le côté pécunier soit voilà la partie qui vous accompagne. Et aujourd'hui, petit à petit, ça commence à nourrir des hommes. Voilà. Et au Mali, il y a des gens qui ont fait ça leur métier et ça leur nourrit. Et c'est extrêmement important. Même si jusqu'à présent, il y a un nombre vraiment important qui sont dedans juste par passion. Voilà, mais il y a d'autres qui se sont professionnalisés, qui sont invités moyennant des cachets, qui offrent des prestations, des concerts payants. Voilà, donc ça veut dire que le processus de professionnalisation, de rendre le slam un art
qui peut rentabiliser est en cours. Alors, est-ce que finalement, c'est quoi la différence entre slammer et rappeur? Bon, moi, vous savez, ça c'est une question que j'évite beaucoup parce que au risque, entre guillemets, d'être insultant vers un mouvement. Vers les rappeurs? Bon, on va dire comme ça, vers un mouvement. Okay. Mais moi, à la base, ma formation artistique, j'ai dédié ça au rap. J'ai été beaucoup influencé par le rap. Mais par la suite, j'ai fait la connaissance du slam. Voilà, je suis intégré. Et le slammer et le rappeur, leur grande différence, c'est l'écriture. Il y a des rappeurs qui écrivent excellemment bien. Et de l'écriture, il y a deux côtés. Il y a l'écriture de fond et l'écriture de surface. Quand tu prends la généralité du rap, je ne veux pas juger ailleurs, malien, on écrit sur l'écriture de surface. C'est-à-dire la chose la plus simple, dire les choses peut-être banalement, prendre des thématiques où tu vas voir même dans un texte de rap, et même ils disent des choses et puis leur contraire. C'est très rare en slam. Le slammer vise le fond, tout en mettant un génie artistique dans la création. Donc c'est difficile de voir par exemple un slammer qui va parler d'un texte ni queue ni tête. Il y a toujours un sujet qu'il prend, il développe, il fait ses petites recherches, il développe. Et je vais aller loin. Il y a peu de slammers qui sont moins lettrés. Beaucoup de slammers ont, jonglé l'art et les études, qui est très important dans le slam. Il y a beaucoup de slammers qui ont été vraiment à l'école et ils sont brillants à l'école. Bon, c'est pas un art aussi qui est fait pour les 40. Quand vous êtes 40, c'est très difficile pour toi d'être slammer. Parce que le slam t'incite d'abord à aller lire, à découvrir les mots. Et beaucoup pensent qu'on slam qu'en français. Dans n'importe quelle langue que tu veux, jongler, il faut savoir, il faut connaître, maîtriser cette langue-là. Et pour connaître et maîtriser, il faut aller lire. Il faut aller connaître, puiser la langue. Voilà. C'est quoi le Grand Slam national? Le Grand Slam national est une activité annuelle qui est initiée par, pour moi, je dis bien, l'un des meilleurs slammers maliens, à la personne de Sori Diakité Douis Sakaroz, et moi, Amadou. Ça nous fait une bonne dizaine d'années. On a formé pratiquement des milliers de jeunes. Et aujourd'hui, c'est ces jeunes qui mènent les scènes slam maliennes. Et nous nous sommes dit, c'est vrai, chacun est dans son côté, il y a des festivals, il y a des activités de gauche à droite, mais il y a un manque d'espace unique dédié au slam, où tous les slammeurs du Mali, voire d'ailleurs, se regroupent pour célébrer l'islam ensemble. Voici d'où vient l'idée du Grand Slam national. Donc c'est une idée de 5 jours où nous allons travailler sur le slam. D'abord, cette année, la thématique que nous avons adoptée est l'engagement social de l'islam. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'islam, c'est un art qui est beaucoup social. Son inventeur, qui est un ouvrier poète, qui est un homme qui n'est pas allé beaucoup à l'école, parce qu'il a trouvé, j'ai donné beaucoup de raisons, il a trouvé la poésie trop élitiste. Lui, il n'est pas allé à l'école loin, il voulait rendre la poésie encore plus libre. Il s'appelle Mark Smith, c'est un Américain. Et nous sommes dit, bon, cette philosophie-là, avec notre société qui est en majorité analphabète, il faut qu'on essaye de perpétuer. Donc, on a essayé d'inviter tous les slammers du Mali. Il n'y a pas de coloration, tout le monde. Et aussi nos amis qui sont des pays limitrophes du Mali, et voire même de l'Europe, qui vont prendre part à cette grande première édition. Voilà. D'accord. Parce que justement, on voit que le slam au Mali, j'allais dire, prend de l'ampleur. On a vu Sakaroz remplir des salles ici à Bamako. Mais est-ce que le slam malien ne reste pas encore élitiste, en fait? Parce que déjà, c'est très souvent dans une langue qui n'est pas très accessible
à monsieur, madame, tout le monde. Et aussi, vu que le slam, c'est aussi de la poésie, on joue avec le verbe et tout. Donc, du coup, est-ce que justement, le slam au Mali n'a vraiment pas du mal à jouer cette fonction sociale aujourd'hui? J'avoue que cette erreur, on est plus ou moins tombé dedans. Les contraintes des langues. Parce que quand on a commencé l'islam au Mali, il y a très peu qui faisaient de l'islam dans les langues locales. Et à un moment, les gens nous disaient même, vous là, vous vous prenez comme des gens qui sont partis à l'école. Tout ce que vous êtes en train de dire, nous, on ne comprend rien. Mais je me rappelle, il y a à peu près 5-6 ans, on a essayé de faire de vraies réflexions. À quoi ça sert une création destinée à un public dont le public ne comprend rien du contenu? Ça ne sert à rien. Nous nous sommes dit, donc, essayons de changer carrément notre stratégie. Et il y a une association culturelle, Jeunesse Art, qui a commencé avec une idée slam rue, où on faisait des spectacles de slam dans la rue, et en traitant des thématiques liées à la zone, mais uniquement en langue locale. Donc, vous savez que les femmes, nos mamans, elles sont vraiment sensibles, elles étaient là, et elles apportaient aussi leur expertise. Parce que pour nous, l'objectif d'un slammer ou du slam même, c'est de faire partager une idée, des émotions, des moments. Et même ceux qui ne se sentaient pas dans le problème, on a remarqué quand on parlait en français, on avait du mal à les toucher. Mais dès qu'on a commencé en bambara, et maintenant ils se sont impliqués, ils se sont beaucoup investis. Et aujourd'hui, il y a des jeunes slammers maliens qui ont fait ça leur mouvement, qu'on appelle Fac en Slam, où ils font que du slam en langue locale, en langue bois, en langue bobo, etc., en langue xénophobe, etc., etc. Donc ça, ce sont des initiatives que nous, en tant que des anciens, nous sommes en train d'accompagner. Ok, voilà. Peut-être je vais demander à nos autres invités, M. Kodjo et M. Daou, qu'est-ce que vous pensez du slam? Ok. Bon, le slam, comme H a si bien dit, en tout cas moi je trouve le slam, même tout à l'heure quand il a dit, je trouve que le rap vient du slam. Pourquoi? Parce que déjà pour pouvoir rapper et dénoncer les choses comme il a dit Ruben et tout ça, à l'époque c'était d'abord basé sur l'écriture qui rentre dans la poésie, et de le sortir de poésie il vient sur un instrument. Tu vois, et le rap, le slam a beaucoup, en tout cas à l'époque, parce que déjà le slam même, il me semble que c'est un langage policier. Tu vois. Bon, du coup, pour avoir un langage policier, il faut déjà être dans le truc urbain et tout ça. Moi, j'ai connu le rap très tôt, le slam très très tôt, parce que, bon, j'ai pas connu H mais ses collègues, je les ai connus tôt, comme les Aziz et tout ça, qui venaient dans mon espace de temps en temps, que même moi-même, je captais pas. Mais quand il vient, il prend le micro, il dit Jitara Yan, Courant Nana Yan fait. Tu vois, vraiment, je n'étais pas dedans. Parce que quand tu ne sais pas, tu ne peux pas intégrer. Comme il l'a dit tout à l'heure. Et du coup, aujourd'hui, je trouve que quand je vois les filles surtout les filles qui arrivent vraiment à faire ce travail-là, être écrivain par slam, tu vois, il y a certaines qui ont déjà sorti des livres, tu vois, par le slam. Il y a certaines qui ont pu avoir la chance de participer à des différentes activités hors du pays, surtout les femmes. Et j'apprécie beaucoup ça. Mais toute chose, c'est la notion du temps qui est importante. Voilà. Oui, personnellement, je dirais que j'aime bien le slam, surtout pour avoir travaillé avec, comme il a si bien dit aussi, Aziz Sitenka, c'est un ami. Et ensuite, aussi, j'aime bien écouter pas seulement le slam malien, mais Grand Corps Malade, par exemple. J'ai au moins quelques-uns de ses albums que j'écoute beaucoup. Ça m'inspire. D'ailleurs, pour le lancement de notre premier album, comme notre chorale vient de sortir un album, donc il y a une chanson sur laquelle j'ai fait un test d'islam là-dessus. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'est un peu familier, quoi, et j'aime bien. Mais est-ce qu'on ne peut pas attribuer au slam quand même toute cette violence verbale qu'on rencontre dans le rap et à d'autres niveaux? Très difficile d'attribuer ça au slam, parce que je vous ai dit, bon, c'est peut-être dû que nous sommes une petite communauté.
Et je peux dire partout dans le monde où je suis vraiment au parfum des activités slam dans beaucoup de pays, je n'ai jamais vu un texte de slam avec autant de vulgarité comme dans le mouvement rap. Mais chose à comprendre, il faut comprendre aussi que la culture du rap aussi autorise souvent à ce qu'on utilise ces vulgarités. Mais sauf qu'on doit juste faire, comment dirais-je, la différence entre la culture d'autrui et notre culture. Ce qui marche aux États-Unis ne marche pas forcément au Mali. Et le slam, vraiment, pour l'instant, fait exception à l'utilisation de ces langages-là. Même nous, quand on voit nos jeunes, qu'ils soient de notre bord ou d'autres bords, en train de dérouter, techniquement, on l'appelle, on lui conseille. Bon, ça ne te ressemble pas. Ce n'est pas une valeur que tu dois incarner en slam. Mais j'avoue que tôt ou tard, il y aura peut-être des gens qui vont vouloir casser avec les cordes comme les parnassiens ont fait avec la poésie. Voilà. Mais quand même, nous restons très positifs et nous veillons vraiment à ce que le langage, le mot soit vraiment justement utilisé à l'air. C'est quand votre prochaine activité? La prochaine activité, c'est du Grand Slam national, c'est du 20 au 24. Et on va le faire en septembre, on va le faire à Bamako. Il y a une compétition nationale dénommée Patriots. Et la spécificité, c'est quoi? Nous, on a fait une remarque. Au fait, tous ceux qui sont à l'extérieur du Mali pensent que tout brille. Chaque jour, il y a l'actualité, le Mali est à la une. Alors que nous, Maliens, c'est vrai, ça ne va pas, mais nous restons positifs. Il y a des choses où vraiment on peut tenir, quoi. Nous nous sommes dit, bon, faisons une compétition où on va mettre le Mali en valeur. On a dénommé la Patrie Haute. Patrie Haute, c'est-à-dire le Mali en avant. Où tous ceux qui vont prendre part à la compétition seront obligés de déclamer un texte sur les valeurs du Mali. Pas pour dénigrer, non, mettre le Mali en valeur. Pour que, par exemple, celui qui est à Caille, qui n'a jamais été dans le milieu bois, qui soit influencé par ces textes, aller visiter Mandiakoui, par exemple. Vous voyez, donc ça, ce sont des choses positives qu'on est en train de mettre en place. Et aussi, le 24, si tout va bien, à l'espace Blomba, il y aura une grande nuit d'islam où tous les slameurs du Mali vont se retrouver sur une scène inédite et présenter un spectacle. Ok, vivement cette cérémonie, on y sera. Nous partons avec Modibo Mao Makalo qui aujourd'hui nous parle de marché des capitaux de l'espace UEMOA et de ce qu'est l'emprunt obligataire. Modibo Mao Makalo au micro de Moussa Bengali. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, si vous le permettez, de la gestion de finances publiques et la mise en œuvre des politiques publiques en général et de la politique économique en particulier. La gestion des finances publiques est un des instruments de mise en œuvre des politiques publiques, c'est-à-dire à travers les dépenses, mais aussi la dette. Donc, la gestion des finances publiques permet de traduire les priorités des pays, c'est-à-dire les décisions politiques publiques, dans des actions sur le terrain à travers la loi des finances. La loi des finances qui est généralement une disposition constitutionnelle qui détermine les charges et les ressources d'un État pendant une année. Elle permet aussi d'allouer les ressources et de créer les espaces budgétaires pour financer des dépenses nouvelles, des dépenses inattendues, des dépenses imprévues, car comme vous le savez, d'abord tout commence par un projet de loi de finances qui est généralement une prévision, mais ensuite dans la mise en œuvre, dans l'exécution de la loi de finances, évidemment, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des différences au niveau des ressources et aussi au niveau des charges. Donc, on est obligé de rectifier en prenant une loi de finances rectificative pour faire les corrections et les ajustements nécessaires. En réaffectant ces dépenses additionnelles ou ces ressources additionnelles, mais aussi, elle permet aussi de gérer la dette
publiques. Car comme vous le savez, quand il n'y a pas d'équilibre au niveau du budget entre les ressources et les charges, soit il y a un déficit lorsque les ressources sont inférieures aux charges, soit il y a excédent quand les charges sont inférieures aux ressources, ou il y a équilibre budgétaire quand les ressources et les charges sont égales. Donc, pour financer généralement le déficit budgétaire, c'est le cas de la plupart des pays dans le monde, quand les ressources sont inférieures aux charges budgétaires, on est obligé de recourir au financement de la dette publique. Et généralement, la plupart des pays ont recours à ce qu'on appelle le marché des capitaux. Et donc, le marché régional pour ceux de l'Union monétaire ouest-africaine qui regroupe les 8 pays qui partagent le franc CFA en Afrique de l'Ouest, est un marché unique qui regroupe les 8 pays, comme je l'ai dit, qui partagent le franc CFA de l'UEMOA. Donc, le marché des capitaux de l'UEMOA est composé d'un marché financier et d'un marché monétaire. Le marché des capitaux permet aux États membres de l'UEMOA et aux entreprises d'avoir accès à des financements pour lever des ressources nécessaires au financement de leurs activités et de leurs investissements. Nous allons quand même définir ce que c'est que le marché monétaire, qui en réalité est un marché sur lequel s'échangent les offres et les demandes de capitaux à court terme et pour le financement des besoins de trésorerie. Il est généralement un marché, donc il est composé généralement du marché interbancaire, c'est-à-dire les prêts entre les banques, et du marché des titres négociables. Le marché financier est l'espace sur lequel sont levés des titres à moyen et long terme, généralement au-delà de 3 années, et il est composé du marché des actions et de celui des obligations. Donc cela peut concerner des obligations du Trésor, des emprunts obligataires que nous allons définir tout à l'heure, mais aussi des emprunts soukouk qui concernent aussi la finance islamique. Donc, pour revenir à la définition d'un emprunt obligataire, c'est un emprunt qui fait intervenir plusieurs prêteurs et qui cherche des opérations de prêt, obligation pour les bénéficiaires de rembourser la somme prêtée selon les modalités préalablement définies telles que le taux d'intérêt, la durée et le montant du remboursement. Donc le bénéficiaire remet au prêteur en contrepartie des fonds reçus ce qu'on appelle des obligations, qui sont des titres de créance et des obligations qui donnent droit aux prêteurs de recevoir des intérêts rémunérateurs, comme on a défini plus tôt avec le taux d'intérêt et la durée aussi du prêt. Et donc, il faut surtout rappeler que les investisseurs peuvent être des personnes physiques ou morales pour les obligations ou des entreprises, et que surtout que ça peut être des investisseurs ou de la sous-région ou à l'extérieur de la sous-région, mais surtout il faut savoir que ceux qui prêtent l'argent, c'est-à-dire les investisseurs, ceux qui achètent les obligations, sont aussi souvent appelés les souscripteurs. Je vous remercie. Merci à Moussa Bengali et à Modibo Mao Makalou. Nous revenons avec notre troisième invité, Mohamed Gayaba Kodjo, designer scénographe. Alors, c'est quoi un artiste designer scénographe? Bonjour tout le monde et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Et bon, pour être, c'est quoi scénographe et designer? En fait, le design d'abord, ça consiste sur tout ce qui est la matérialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va acheter un téléphone, c'est le design du téléphone peut-être qui va te plaire, soit le contenu de l'intérieur ou le contenu de l'extérieur. Aujourd'hui aussi, pour parler un peu de la scénographie, elle consiste tout ce qui est les activités artistiques, que ce soit la danse, le théâtre, la musique,
il faut la scénographie. C'est-à-dire c'est la scénographie qui va donner plus de valeur à ce que l'artiste veut exposer au monde entier. Alors, vous travaillez beaucoup sur le recyclage. Oui. D'où vous est venue cette sensibilité-là? Comment ça a commencé? Ça a commencé depuis tout petit, parce que je viens d'un quartier très populaire qu'on appelle Bankouni. Et j'habite toujours là-bas, mais j'habite à côté d'un trou qu'on appelle Dingaba ici en Bambara. Et ce trou-là était le dépôt des ordures qui quittaient dans toute la commune de Bamako, qui venaient d'abord déposer là-bas avant de trouver une manière de le déplacer. Et ce colline d'ordures m'a toujours intrigué, m'a toujours attiré, et j'ai commencé d'abord à fréquenter ces tas d'ordures qui m'a donné au fur et à mesure beaucoup des idées et beaucoup de choses. Alors concrètement, vous faites quoi à partir des matériaux de récupération? Je fais beaucoup de choses. Pourquoi? Avant même d'abord de faire beaucoup de choses, en fait, le constat que j'avais fait avant de commencer vraiment ce travail comme un travail professionnel, c'était d'abord le premier constat que j'ai fait. J'ai constaté que chez nous ici, on n'a pas de poubelle. C'est-à-dire qu'on va prendre le Mali en entier, il n'y a pas de poubelle. On consomme comme on veut, mais on n'a pas un endroit là où vraiment les affaires peuvent aller et de le transformer. Et à partir de là, on reçoit les poubelles des autres pays. Tu vois, parce qu'on va dire France au revoir. France au revoir, normalement, c'est les poubelles des Français qui vont arriver ici. On va dire les venants, ça peut arriver de partout, mais c'est les poubelles de chez eux qui débarquent chez nous, qu'on va entasser encore avec nos propres poubelles de tous les jours. Et à partir de là, je me suis dit, comme j'avais déjà l'habitude de ramasser les choses dans ce tas d'ordures-là, que je transformais des fois à ma manière et tout. Et à partir de là, je me dis, écoute, pourquoi pas de mieux développer ce que j'avais déjà l'habitude de voir et de le faire. Et c'est à partir de là, j'ai commencé un peu à approfondir les choses, à travailler sur les pneus, les baignoires, les pelles, tout ce qui est vraiment les marmites, tout ce qui est vraiment les objets qu'on a l'habitude de voir quotidiennement dans nos sociétés et dans nos foyers, des fois qui sont gros ou petits. Juste pour essayer de sensibiliser le maximum de personnes, de prendre soin vraiment de cette chose-là qu'on a dans la société, quoi. Est-ce qu'on peut vivre de ça? Oui, on peut vivre de ça. Et bien vivre. Et très très bien vivre. Généralement, c'est qui vos clients? En général, mon client, je fonctionne beaucoup par projet. C'est-à-dire parce que, comme je disais, mon travail consiste à la sensibilisation populaire. Et quand c'est la sensibilisation populaire, ça veut dire dans tout domaine, on a besoin, par exemple, de nos présences dans toute activité. Ça, c'est beaucoup plus... c'est quelque chose que je fais très souvent avec des petites structures, avec des associations, avec des choses comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai un autre regard sur la société que certaines personnes n'ont pas, ou certaines d'autres personnes qu'ils n'ont pas, quoi. Et dans ce travail que vous faites, Kodio, il y a cet aspect, ce volet environnemental qui existe, et puis de sensibilisation aussi sur le fait qu'aujourd'hui, on va dire que nous sommes dans une société de consommation, donc on produit beaucoup de déchets, on achète beaucoup de choses. Du coup, à travers votre travail artistique, comment vous sensibilisez aussi sur cela? Déjà, mon sensibilisation, c'est d'abord commencer par des gens qui ont des moyens, des chefs d'entreprise, de particuliers, des fonctionnaires qui ont beaucoup de moyens, parce que c'est eux qui peuvent d'abord accepter ce genre de sensibilisation, par exemple de mieux convaincre d'abord leur personnel à la maison. Il faut être propre, il ne faut pas jeter là, voilà une poubelle, il faut vraiment utiliser ces poubelles-là, il faut ainsi de suite. Mais aussi, cette sensibilisation-là, justement, c'est essayer de casser ces barrières, de dire que tout ce qui vient de l'Occident, c'est le meilleur. Tu vois, aujourd'hui, un menuisier qui est en face de chez moi, quand il va faire un canapé, il va faire un canapé par rapport à notre environnement.
Par exemple, ils savent que chez moi, j'ai une femme, j'ai 6 gosses, j'ai des cousins qui passent, j'ai des amis qui passent. Il va faire un fauteuil à partir de là. Mais si j'achète un fauteuil à Dubaï et que j'amène chez moi, le fauteuil n'aura pas la même durabilité. Tu vois, ce n'est pas les mêmes matériels, ce n'est pas les mêmes matériaux qui sont utilisés pour la confection. Du coup, qui fait que la sensibilisation par rapport à ça, c'est vraiment de garder déjà les choses solides qu'on a chez nous, qui est d'abord même notre poubelle. Tu vois, parce que la chose solide qui est chez nous, c'est le déchet là qui nous porte plus, quoi. Tu vois, parce que... Est-ce que vous avez senti que les autorités adhèrent à votre politique? Est-ce que vous vous sentez soutenu dans cette politique-là? Ça se sent pas tout de suite. Pourquoi? Parce que nous, par exemple, dans mon domaine, on n'est déjà pas beaucoup. On a peu de gens vraiment qui essaient de travailler sur ces thématiques-là, en tout cas sur le territoire malien, qui fait que le temps que ça va être vu par l'autorité, il y aura beaucoup de problèmes qu'on peut croiser tous les jours. Mais il y a certains moments, vraiment, l'autorité le prend en compte, mais c'est très rare et c'est très difficile qu'ils viennent, tu vois, c'est pas tous les mois, c'est pas tous les 3 mois, tous les 6 mois. C'est de temps en temps, mais comme c'est une échelle qui est très longue, tu vois, il faut voir la notion du temps justement pour que même l'autorité puisse vraiment s'impliquer comme dans d'autres activités culturelles au Mali. Est-ce que vous formez les jeunes? Beaucoup. Ok. Beaucoup. D'accord, mais vous ne travaillez pas avec le conservatoire, avec l'INA? Je peux dire que je ne travaille pas avec le conservatoire directement, mais j'ai eu beaucoup des élèves avant leur soutenance qui ont besoin de faire des stages, de ce qu'ils ont appris là-bas et tout ça. Et vu que moi je suis autodidacte et que je suis beaucoup plus dans le pratique, tu vois, du coup des fois ils ont des schémas, ils m'amènent des schémas, ils me disent voilà Kodjo, j'aimerais bien faire ça, je ne sais pas comment le faire, ou j'ai besoin d'un thème, ou j'ai besoin voilà, d'expliquer quelque chose que je n'ai pas appris là-bas. Mais surtout, mon travail c'est beaucoup plus basé sur l'école de rue, dans le sens que moi j'ai appris dans la rue. Et aussi, j'ai eu la chance de croiser beaucoup de jeunes que mon travail, une fois qu'ils voient une œuvre, un pneu transformé en chaise ou en table, pour eux, c'est trop ingénieux, enfin, c'est déjà ingénieux. Du coup, ils disent, ah, tiens, mais comment on va faire? Moi, j'aimerais bien apprendre ça et tout, tu vois. Du coup, ça les attire. Au début, ils vont venir, ils vont faire du thé, ils vont laver les pneus. Mais au fur et à mesure, des fois, même, c'est eux qui donnent des idées. Tu vois, du coup, pour ce côté-là, je préfère adhérer justement à des gens comme ça qui sortent des écoles ou qui sont dans la rue, qui m'apprennent et que je les apprenne aussi de ce que je sais faire. Okay. Vous avez récemment à la Biennale à Dakar, oui. Mis en place un projet qui s'appelle Mali Bougou. Oui. Donc où il y a des artistes maliens qui étaient présents pour aussi montrer la culture malienne, mais aussi le Mali. Est-ce que comment c'était, puis d'où vous êtes venu cette volonté aussi d'amener le Mali à Dakar malgré l'embargo qu'il y avait et puis tout cela? Mali Bougou, c'est un projet qui a pris jour en 2019, fin 2019, début 2020, qui devait avoir le biennale de Dakar en 2020, malheureusement qui n'a pas été lieu avec le problème sanitaire et tout ça. Maintenant, en 2022, on a eu la chance quand même de pouvoir réaliser ce projet-là. En fait, le projet, il est venu par rapport... Parce qu'en fait, les artistes maliens sont connus dans plusieurs domaines, mais on n'a pas l'accès de plein de pays pour montrer nos travail. Tu vois, du coup, vu que moi, je suis parti à Dakar pour m'installer là-bas, je me dis que vu que je suis sur place ici, ça pourrait être cool de pouvoir venir déjà mes amis que je connaisse, les gens que je connaisse, qui va peut-être faciliter un peu le déplacement et tout ça, et de sélectionner des différentes disciplines pour pouvoir montrer ça au Mali. Mais là où la chance qu'on a eu avec ce projet-là, justement, vu que les artistes maliens avaient beaucoup plus de problèmes, vu ce problème sanitaire, le problème diplomatique qu'on a eu les 2 dernières années, les artistes avaient besoin
de respirer un peu d'air à quelque part d'autre et surtout de rencontrer d'autres choses qui existent ailleurs. Et cette année, on a pu réaliser ce projet-là. C'était quelque chose de magnifique, mais c'est encore de dire aux gens qu'il faut vraiment qu'on sorte de nos environnements pour voir ce qui existe ailleurs. Tu vois, et ça peut beaucoup nous aider parce qu'on parle de l'art contemporain. L'art contemporain n'est pas basé sur un territoire. Tu vois, c'est universel, c'est dans le vent. Tu vois, et pour le montrer, il faut accepter de sortir de chez soi pour aller voir ailleurs. Et Malibougou, c'est un projet aussi qu'on va le refaire ici à Bamako pendant la Biennale de la photographie qui va être le mois de décembre 2022. Mais c'est la cohésion sociale, de toujours amener la cohésion sociale que le Mali a toujours connue, la paix, l'écoute, l'intégration. Tu vois que le Mali a toujours vécu chez lui et c'était de l'amener ailleurs, cette idée-là aussi, qu'on arrive à faire cette cohésion avec d'autres pays, avec d'autres individus, avec d'autres disciplines, avec d'autres mondes, quoi. Merci bien, je crois que ce sera le mot de la fin. Amadou Baba Sissoko aka Slam Master, délégué général du Grand Slam national du Mali, Daouda Daou, auteur de Mali Folie, source, instruments et méthodes d'apprentissage de musique du Mali, un ouvrage à 10 000 francs disponible au Musée national, et Mohamed Gadiaba Kodjo, artiste, designer, scénographe, étaient nos invités. Nous remercions Sira Kamara et Draman Damele derrière la baie vitrée. Georges, merci. Merci, chef. Mesdames et messieurs, nous avons été heureux et honorés de passer ces moments en votre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour refaire l'actualité. Merci et à dimanche prochain.